à ce jour, on a suivi près de 21 000 populations de vertébrés au niveau mondial sur les 5 continents depuis 1970. Et la conclusion de cette étude, c'est qu'entre 1970 et 2016, donc en 46 ans, 68% des vertébrés ont disparu sur Terre. Voilà, donc c'est un échantillon, mais sur l'ensemble de l'échantillon, avec des variabilités régionales, on observe à peu près les mêmes systèmes, les mêmes dynamiques. Plus des 2 tiers des vertébrés ont disparu en moins d'un demi-siècle. Les vertébrés, ce sont tous les mammifères, terrestres et marins, les poissons, les oiseaux, les amphibiens et les reptiles, sur l'ensemble de ces populations-là. Maintenant, si je vous dis qu'on évalue le rythme d'extinction des invertébrés à peu près à 8 fois plus grand que le rythme d'extinction des vertébrés. Aujourd'hui, je vous regarde en face, alors évidemment, je ne peux pas regarder chacun de vous les yeux dans les yeux, mais je vous dis la chose suivante. La vie sur Terre est en train de s'effondrer. Je ne sais pas si vous réalisez la gravité de cette phrase. Ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est un fait. Ce n'est pas l'avis personnel d'Arthur Keller. On s'en fout, l'avis personnel d'Arthur Keller. Donc, c'est jusqu'à un certain point, c'est quantifié. En tout cas, c'est observé partout. Et si vous connaissez des gens dont c'est le métier, vous verrez qu'ils ne sont pas bien dans leur peau. Vous verrez que les gens qui travaillent là-dessus sont dans un état de panique avancé. Évidemment, ça se déclare différemment selon les personnes, mais et le monde continue globalement comme si de rien n'était. Mais ça ne va pas pouvoir continuer très longtemps. Aujourd'hui sur Terre, ça c'est une étude, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est un ordre d'idées, pour les ordres de grandeur. Selon cette étude, sur Terre, nous avons à peu près 60, je ne dis pas de bêtises, combien 62% des mammifères qui sont nos animaux d'élevage. Et je dis, hein, là c'est que les mammifères, c'est-à-dire ça exclut la volaille. Et la volaille, c'est l'essentiel en fait de ce que les humains élèvent et consomment. Bref, donc sur les mammifères, 62% c'est des animaux d'élevage. Ensuite, nous avons l'humanité qui elle-même représente un peu plus d'un tiers, et il reste à peu près 4% de vie sauvage. Voilà. Et ça se dégrade rapidement. 4%, 3%, 2%, on y va. Hein. On va à zéro, hein, tel que c'est parti. Alors, on fait quoi? On réclame que les dirigeants agissent? Peine perdue. Quand bien même ils le voudraient sincèrement, leurs réponses sont inadaptées. Et pour s'en convaincre, jetons un coup d'œil du côté du climat, la question qui mobilise la communauté internationale. On a un sommet onusien annuel, des milliards investis, un marché du carbone, on a des innovations, des clean tech, green tech, smart tech, des transitions énergétiques dans X pays et pas la moindre réduction des émissions de gaz à effet de serre. Zéro. Zéro. Pourquoi ? Bon, déjà parce qu'on s'entête dans des politiques de croissance économique, ce qui mécaniquement augmente l'empreinte écologique. Hein. On ne sait pas découpler, par exemple, produit intérieur brut et émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Mais surtout, et c'est là le cœur de mon propos, même si nous arrivions à éviter un dérèglement climatique cataclysmique en décarbonant la civilisation, nous n'empêcherions quand même pas un effondrement global. Parce que nos réponses sont inadaptées. Parce que l'on traite le dérèglement du climat comme un problème, alors que ce n'en est pas un. C'est un symptôme. Modélisons la situation. En amont, on prélève des ressources, au milieu, on les transforme en biens et en services grâce à de l'énergie, en aval, on rejette des déchets et des pollutions. Ces derniers sont solides, liquides ou gazeux. Et parmi les gaz, il y a les gaz à effet de serre. Les dérèglements climatiques sont un des effets secondaires du fait que cette civilisation est un flux irréversible, non circularisable, qui convertit la nature en déchets. Et donc de l'énergie, même décarbonée, au service de cette civilisation, c'est un maintien de ce flux qui mutile les conditions de vie sur Terre. La transition énergétique, par exemple, pour fonctionner, ne peut être déjà qu'une décroissance énergétique. Puis surtout, elle doit s'intégrer dans une vaste palette de stratégies s'attaquant à la cause primaire de nos problèmes, c'est-à-dire visant à changer de civilisation. Pour commencer, brisons ces décors qui nous hypnotisent et entrons en résistance contre la méga-machine. Les petits pas et les petits gestes quotidiens, c'est bien, mais on n'en est plus là. Stopper la destruction. Contrer la violence inouïe de cette civilisation est une question de légitime défense, autant qu'une question éthique. Mobilisation citoyenne, désobéissance civique, on a besoin de chacune et de chacun d'actes emblématiques. Que l'activisme soit votre truc ou pas, écoutez, il faut y aller là. C'est une guerre.
Je sais que mes propos contrastent avec votre décor. Pourtant, ils ne sont ni dogmatiques ni excessifs. En fait, ils sont même assez banals parmi les experts des sciences naturelles. C'est notre arrière-décor qui est extrême. Et à ce stade, la réponse proportionnée aux enjeux, c'est de se mobiliser avec détermination. Ensemble, stoppons les activités nuisibles, les projets fous, les élites quand elles sont perverties ou cupides, les multinationales, banques, cabinets d'avocats, lobbies quand ils œuvrent au service d'intérêts privés contre l'intérêt général. Il faut dire stop à ces choses-là. Si nous ne le faisons pas, qui ? À nous d'inverser les rapports de force pour devenir architectes de l'avenir et non plus simples figurants.